Bonsoir. Il faut dire que depuis 30 ans, la révolution des TIC, les technologies de l'information et de la communication, a fortement contribué à l'événement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie, dite économie numérique, avec elle bien sûr l'avènement de ce qu'on appelle société numérique et donc l'avènement des nouveaux métiers. Il faut dire qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication ont fortement révolutionné le monde, ce monde qui bouge, des TIC qui sont aujourd'hui presque au cœur de la croissance économique et de la compétitivité des entreprises. Mais quels sont finalement les nouveaux métiers qui accompagnent cette évolution foudroyante que nous imposent aujourd'hui les TIC? Question au cœur de l'émission de ce soir, économie numérique et métiers émergents, problématique qui va sous-tendre le débat de ce soir. Mais avant tout cela, il y a que JITERCERTIF s'emploie depuis quelques années à promouvoir les nouvelles technologies. Cette année encore au Congo, ils ont été nombreux à suivre les enseignements sur les dernières évolutions dans ce domaine du numérique. JITERCERTIF édition 2012, c'est un portage de Alain Bangoba. Avec les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le monde évolue et devient presque un village planétaire. Et envisager un travail dans celui-ci sans au préalable passer par les NTIC n'est plus possible. Il faut pour les entreprises, les administrations, bref, pour tous les secteurs d'activité, s'arrimer à la nouvelle donne. Dans ce cadre d'ailleurs, JITERCERTIF organise il y a 3 ans des formations au profit des Congolais et à ce jour, c'est la 3e édition. La première édition a eu lieu en 2010, nous avons eu la 2e édition en 2011 et là nous sommes à la 3e édition. JITERCERTIF a intégré pour la première fois cette année des partenaires éducatifs dans cette aventure parce que nous avons pensé que pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés, il est important de remettre les écoles au cœur de ce processus de vulgarisation des nouvelles technologies ou des technologies des métiers émergents. C'est une particularité importante puisque dans l'histoire même du système éducatif congolais, ces technologies n'ont jamais été enseignées ou sont presque méconnues au niveau local. Donc c'est un pas important pour les écoles. C'est une avancée qui va certainement se révéler aussi très stratégique dans la suite. Une 3e édition qui a mobilisé plusieurs jeunes et vieux motivés pour comprendre, s'est formée afin de ne pas rester en marge de la réalité. Alors la formation elle dure pendant 7 jours et ensuite nous avons donc plusieurs modules repartis en plusieurs salles. Nous avons reçu depuis le début de la conférence environ entre 800 et 1000 personnes qui sont là et nous avons eu des formations où les demandes étaient beaucoup plus importantes. Et nous aurions ensuite 2 jours, c'est-à-dire que le samedi 8 et le dimanche 9 septembre, pour la grande messe, la grande conférence, où nous avons des experts qui parlent au profit comme des développeurs, des concepteurs, des architectes, des tendances technologiques en cours en ce moment et des futures tendances technologiques pour pouvoir permettre aux développeurs, aux différents profils, aux concepteurs d'applications d'architectes d'être toujours au pas de ce qui se fait à l'étranger et partout dans le monde. Première, 2e et 3e édition, le concept fait son bonhomme de chemin pour atteindre effectivement un objectif. Les plus grosses structures mondiales ont décidé, une fois qu'une application web est développée, on veut avoir une version mobile. Et aujourd'hui, près de 50%, si ce n'est 60%, des smartphones dans le monde sont équipés du système d'exploitation Android. Et ça, c'est une des formations que nous donnons ici. Nous avons fait venir des experts de Google qui sont ici avec nous pendant cette formation, qui donnent des formations gratuitement sur ces sujets-là. Nous avons également des experts d'Oracle qui donnent des formations sur ces sujets-là, sur notamment les technologies comme Java, qui est la technologie la plus utilisée au monde pour le développement d'applications d'entreprise. Nous donnons également des formations sur le web design, Photoshop, Illustrator. Nous donnons aussi des formations sur la géolocalisation. L'idée, c'est de pouvoir numériser les villes d'Afrique. Et là, il y a notamment eu une formation de comment numériser l'ensemble des points d'intérêt ou des ruelles au niveau de Brazzaville. Il y a renseigné dans la Google Maps de Google. Du côté des formateurs et celui des apprenants, on mouille le maillot.
Pour les enseignants, tout se passe plutôt bien. Oui, ça se passe très bien. Les étudiants, ils sont contents, ils apprennent. On échange bien, on recueille les idées. C'est vraiment un vrai moment d'échange. Aujourd'hui, là, on traite de la méthodologie Scrum, donc l'application des méthodes agiles au sein de l'entreprise. Alors, on passe par l'aspect méthodologie, donc savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et on passe par l'utilisation d'un outil adapté à cette méthodologie. À 3 jours de la formation, le sourire est plutôt large, un sentiment manifeste d'avoir déjà compris plusieurs notions. Je suis très contente de participer à cette formation, surtout que c'est gratuit. Donc, j'ai l'habitude de développer, mais quand vous avez des grands projets, si vous ne savez pas comment gérer les projets, gérer les ressources que vous avez, vous allez vraiment travailler un peu en désordre et puis à un certain moment, quand vous avez des grands projets, vous ne pouvez plus vous en sortir. Avant-hier, on a abordé Maven, qui nous permet également de faire la gestion des projets informatiques. La connaissance et la mise en œuvre des NTIC revêtent une importance capitale. Au moment où le numérique est devenu, constitue aujourd'hui le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale, il n'est pas possible d'envisager actuellement sur la Terre l'émergence d'une nation si la maîtrise de l'outil technologique, je ne parle pas là de l'outil informatique, je parle là de l'outil technologique, si cet outil n'est pas au cœur du dispositif d'un État, il n'est pas possible de parler de l'émergence. Et on ne parlera jamais de l'économie numérique. Et par cette initiative, nous sommes en train de donner un coup d'accélérateur à ce processus qui aujourd'hui chez nous l'embine parce qu'on parle beaucoup des nouvelles technologies, mais on ne les connaît pas. Pour preuve, il n'existe aucune structure au Congo qui enseigne les technologies que nous couvrons au sein de JCertif lors de nos événements. Donc nous participons de façon à la base, à la racine de ce que doit être une véritable dynamique qui va certainement bouleverser, je pèse mes mots, à jamais l'histoire même de ce pays, de la sous-région, de cette partie de l'Afrique. Dans les grandes démocraties où tout est réussi, la réalisation de certaines tâches est plutôt aisée. Constat fait dans ces restos en France. Les commandes se font à l'aide de cet appareil qui ressemble à une tablette tactile en réseau avec un serveur installé dans la cuisine. Il suffit donc d'écrire ici les commandes et vous êtes rapidement servi. Le monde évolue grâce à ces technologies et pourtant JCertif, qui s'est lancé dans la formation de l'élite congolaise, sollicite des entreprises et de l'État un soutien. Nous sommes ici en train de contribuer à former une élite qui va devoir constituer le marché économique du monde de demain. Et pour cela, nous donnons ces formations gratuitement en faisant venir des experts qui viennent de toutes les grosses structures mondiales comme Google, Oracle, IBM, Microsoft et d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Mais cette conférence, pour nous, elle représente un coût que nous partageons avec l'ensemble de nos partenaires. Mais il est parfois un peu triste de constater que cette dynamique n'a pas encore intégré les entreprises au niveau local, qui ne comprennent pas les enjeux stratégiques et forts que représente le numérique. Au-delà de l'aspect marketing, les entreprises qui veulent devenir partenaires, il y a là un vrai défi de pouvoir accompagner l'émergence des nations africaines et en particulier le Congo. Dr Kins, vous êtes une fois de plus présent à ce rendez-vous, mais nous allons cette fois-ci aborder quelque chose qui paraît aujourd'hui comme encore nouvelle. Nous allons de plus en plus aborder la notion de l'économie numérique. On n'est pas loin d'une réalité qui ébranle aujourd'hui le monde émergent, le monde développé. N'oublions pas que les États africains, aujourd'hui, docteur, vont de plus en plus vers ce qu'on appelle la construction des États émergents. Pourquoi de plus en plus parle-t-on d'économie numérique? Bon, d'abord disons que enfin, il n'y a pas une économie ancienne et une économie nouvelle. Une économie numérique. Je crois que ceux qui veulent, disons, dissocier font une erreur grossière, parce qu'en fait, il faudrait considérer que l'économie numérique rentre dans l'ancienne économie pour la rendre plus compétitive. Enfin, si je peux, disons, m'exprimer ainsi. Bon, à tort aussi, l'économie numérique avait été réduite au commerce électronique.
Alors que l'économie numérique, c'est en fait tous les secteurs d'activité qui sont concernés, parce que simplement, on assiste à l'utilisation des applications numériques dans tous les secteurs de l'économie. Bon, les gens ont voulu aussi opposer le concept d'économie informatique, c'est-à-dire l'économie de l'information. Bon. Là aussi, je crois que c'est une erreur, parce que déjà, quand on disait économie numérique, les gens pensaient que c'est l'économie des nombres. Donc, c'est tout ça. C'était une confusion qu'il y avait dans... Bon, maintenant, l'éthique elle-même aussi ont posé des problèmes. Ouais. Parce que quand on dit technologie de l'information et de la communication, en fait, c'est le mariage de l'informatique avec les télécoms et les réseaux. Bon, donc, en fait... c'est un système globalisant, un système... Bon, malheureusement, les gens ont eu tendance à penser que TIC, c'est simplement l'informatique. Non, l'informatique, c'est... Bon, si l'informatique est au centre, c'est parce que c'est elle qui donne les logiciels. Bon, en fait, c'est l'outil utilisé, quoi, l'outil matériel en soi. Voilà. C'est exactement ça. Max. Et aujourd'hui, comme a pu le dire le docteur, le numérique est aujourd'hui au centre de l'économie, au centre de tout, et en particulier l'économie, parce que c'est ce qui régit les sociétés aujourd'hui, c'est ce qui régit les nations, c'est ce qui fait avancer les nations, et l'émergence que nous souhaitons tous passera évidemment par l'économie, et le numérique vient porter ce qui est déjà fait, ce qui a déjà été là, pour pouvoir l'emmener dans une nouvelle structure, une nouvelle étape, on va dire. Voilà. Est-ce qu'elle est appelée à se substituer à l'homme comme tel, en tant que personne physique, le numérique? Comme informaticien, comme acteur de ce jeu, évidemment, j'en rêve. Mais comme humain, je pense qu'on devrait toujours laisser l'humain au-dessus du numérique. Mais au fond de moi, acteur de ce mouvement et aussi partie prenante de l'innovation technologique aujourd'hui au Congo et partout dans le monde, évidemment, j'en rêve. J'en rêve de ce genre. Disons plutôt que c'est l'homme intelligent. C'est-à-dire que la planète sera habitée maintenant par des hommes intelligents. C'est-à-dire que des hommes qui vont se déplacer moins. Est-ce que le risque n'est pas, lorsqu'on va de plus en plus vers une économie numérisée, ne va-t-on pas vers, et je reviens sur la même question, docteur, la substitution de l'homme par l'outil matériel qui, en fait, est appelé à jouer le rôle que l'homme physique, l'homme moral, l'homme que nous sommes, devrait jouer? Le risque n'est-il pas là à ce niveau-là? Bon, je pense peut-être qu'il faut le voir aussi sous un autre aspect. Parce que je vous vois venir. Oui. Vous êtes en train de dire que, en fait... Parce que l'homme crée des choses, en fait, pour dire... de travail, voilà. C'est pour ça qu'on parle maintenant de métiers émergents. C'est-à-dire que les métiers classiques disparaissent pour faire place maintenant à des métiers nouveaux. Bon. Maintenant, si vous prenez les cas des pays d'Asie, ou les pays dits émergents d'Asie, vous allez constater que dans leurs exportations, 51 à 60% de leurs exportations sont des produits manufacturés et les technologies, les applications qui proviennent des technologies de l'information. Pourquoi vous réservez à utiliser le terme de technologie? Vous préférez utiliser les applications qui viennent? Vous hésitez là. Y a-t-il problème à ce niveau-là Je comprends que vous ne voulez pas réduire, vous ne voulez pas être réducteur dans l'approche même de la technologie. Le risque est grand de ramener le concept au niveau de l'outil informatique. C'est là le piège en quelque sorte. Bon, nous allons continuer. Nous allons venir. Nous sommes toujours dans les... Allez-y. Allez-y, monsieur Mondala. Olivier Mondala. C'est juste pour ajouter ma contribution. J'aimerais dire que les technologies de l'information et de la communication, comme on vient de le dire, à trois pôles. Donc, vous avez au départ c'était l'électronique, qui fait partie des métiers de l'électricité et qui a donné naissance aux télécommunications. Donc, la possibilité de transporter l'information et de pouvoir relier des entités distantes. Et l'apparition donc de l'informatique qui est le moyen par lequel on peut traiter automatiquement l'information a changé pas mal des secteurs, et donc celui des télécommunications qui
combinés donc aux télécoms ont donné la notion de réseau réformé, puisque les réseaux existaient déjà pour les télécoms, notamment les réseaux téléphoniques existaient, la radiocommunication existait déjà. Et donc l'outil informatique, de par sa puissance en termes de traitement de l'information, a révolutionné les choses. Et au niveau humain, ça a réduit le nombre de postes en termes de travail, mais ça augmente le gain en termes de compétitivité au niveau des entreprises. Et d'où, si vous voulez, les humains doivent changer de secteur d'activité. Donc tout ce qui était mécanique devient quasiment automatisé. Et donc la personne qui exerçait un travail mécanique doit s'adapter à un autre type de métier. Est-ce que c'est ce process qui nous a conduit même à cette notion d'économie numérique, cette utilisation accrue des applications, cette utilisation accrue des technologies? Est-ce que c'est celle-là qui nous a amené même à parler de plus en plus de l'économie numérique? Crespel. Alors, moi, j'apprécie beaucoup le concept de l'économie numérique, mais je pense qu'il serait intéressant de partir un peu de loin. Aujourd'hui, sur la planète, les nations deviennent de plus en plus structurées. On va imaginer un pays qui a besoin d'avoir des fichiers de gestion d'une population, de gestion d'entreprise, gestion de sa superficie, de tout ce qui existe dans un État. Et vous vous rendrez compte que du point de vue manuel, ça devient plus difficile à gérer. D'où, à partir de ce moment-là, nous avons besoin de développer des nouveaux outils plus efficaces, plus intelligents, qui nous permettent de gérer l'ensemble de ces structures, que ce soit, je prends le cas d'une école qui grossit en termes d'effectifs, un directeur a besoin non seulement de gérer, d'avoir une visibilité globale sur tout ce qui se fait. Manuellement, ça devient beaucoup plus difficile. À partir de ce moment-là, on peut considérer que les outils, les technologies des métiers émergents, ce que vous appelez communément métiers émergents, mettent à la disposition de l'homme la possibilité de gérer l'ensemble de structures beaucoup plus rapidement, en peu de temps et de façon efficace, d'une manière structurée et organisée. Parce qu'une nation qui fonctionne comme ça, avec l'aide de ces outils-là, fonctionne beaucoup plus efficacement. Il y a plus de chances d'aller vers l'émergence. Oui, ça c'est important. Après, l'émergence, le mot émergent, en fait, provient plutôt des bénéfices que apportent ces outils, parce que ça fait émerger la manière de fonctionner, la manière de gérer. Donc le mot émergence, pour moi, est la conséquence de l'utilisation de l'intelligence de ces technologies qu'on met au service de l'homme pour la gestion d'un certain nombre d'outils. Donc pour moi, le mot émergence, c'est plutôt une conséquence qu'une cause en elle-même. D'accord. Et puisque nous parlons d'économie émergente, et vous avez vous-même de l'économie numérique, pardon, mais il y a qu'à côté de cela, il y a les métiers émergents. Et finalement, docteur, c'est quoi un métier émergent à ce niveau-là? En gros, par rapport à la définition que nous avons donnée de l'économie numérique, c'est tous les métiers qui s'inscrivent dans le cadre de l'économie numérique. Donc, et au cœur de ces métiers, on trouve les développeurs des applications. Je vais peut-être demander à Chris Bell d'aller un peu plus en détail. Alors, juste pour préciser le docteur, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, que au regard de ce qui est en train de se faire actuellement sur la Terre, on parle de l'économie numérique et les nations sont confrontées à des vrais besoins de structuration et d'organisation. Ces besoins obligent les sociétés, les entreprises, les États à pouvoir développer des nouveaux outils. Or, il se trouve, pour développer ces nouveaux outils qui viennent suite à un besoin, on a besoin d'un certain nombre de profils capables de développer ces outils. Et c'est là que viennent ce qu'on considère actuellement les métiers émergents. Ils émergent suite à un besoin qui est global, qui est planétaire, d'organisation, de structuration des États, des entreprises. Et parmi ces métiers émergents, qui finalement, on les rencontre beaucoup plus actuellement dans le domaine du numérique, on trouve notamment des profils comme des développeurs, qui est un métier émergent puisqu'ils sont au cœur de la construction des applications, des logiciels que les États ont besoin, que les entreprises ont besoin, que les nations ont besoin pour pouvoir répondre à ce besoin ressenti. S'agit-il de nouveaux métiers? C'est des nouveaux métiers puisque ces métiers
naissent suite à un besoin qui autrefois n'était pas forcément ressenti de la même façon. Donc du coup, on est obligé d'apprendre ces technologies qui vont permettre de développer des logiciels. Mais pour pouvoir développer ces logiciels-là, il faut apprendre ces technologies-là. On va prendre un exemple aujourd'hui, il faut faire de la gestion d'informations. Avant, on ne sentait pas forcément l'importance stratégique de gérer l'information. Aujourd'hui, il faut gérer l'information, les stocker dans des bases de données. On a donc besoin là des administrateurs de bases de données qui veillent sur le bon fonctionnement d'une base de données. Et là, c'est un métier émergent. Alors que hier, pour stocker les informations, on avait besoin des tas et des tas de documents physiques comme tels. Oui. Je peux être un peu plus pratique. Par exemple, le cas de l'archivage. En fait, c'est un très bon exemple. Parce que on a les archivistes. Dans le cas de notre fonction publique. Bon, les archivistes, les documentalistes. Bon, mais maintenant, on parle de la gestion électronique des documents. Alors, c'est quoi finalement? C'est-à-dire qu'on commence d'abord par procéder à la réorganisation physique de ces documents. On les place sur les rayons. Et après, maintenant, chaque document a un identifiant unique. C'est ça maintenant qu'on saisit et qu'on met dans la base de données. Et donc, là, numériser, non, on ne fait pas encore. C'est-à-dire que là, c'est l'archivage référentiel. Je viens sur la base de données, je tape un nom. Ça peut être, disons, la recherche peut se faire, disons, sur la base du nom, ou alors sur la base des thèmes. Donc, je tape, par exemple, management, et je vois tous les auteurs. Bon. Et ensuite, maintenant, si je veux consulter le document à l'écran, donc on passe maintenant à la numérisation. Donc, par exemple, une thèse, donc, ça peut être un support papier, tout comme ça peut être aussi virtuel. C'est un ouvrage. Bon, support papier, bon, je peux trouver ça sur le rayon. Ouais. Mais virtuel, c'est dans la base de données, donc je peux consulter et je peux imprimer si je veux. Donc c'est ça en fait, le nouveau métier va être à ce niveau-là. Mais l'ancien métier... Il y a un métier qui est né, pour passer donc de l'ancien vers le nouveau. Bon. Il a fallu qu'il... Bon, ce métier est né pour faciliter les choses. Parce que la suite, c'est quoi? La suite, c'est intranet, Internet. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'ai la base de données, par exemple, des thèses de l'université Marien Ngouabi. Je suis à l'université de Dakar. Là-bas aussi, ils ont leur base de données. Maintenant, si c'est interconnecté, ça veut dire que depuis Dakar, je peux rentrer la base de données de Brazzaville et puis consulter un ouvrage. Enfin, consulter une thèse, un ouvrage et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas comme les gens pensent que bon, y a des métiers qui vont disparaître. Moi, je vais compléter. Au-delà de ça, ce que disait le docteur, effectivement, au niveau de la GED, la gestion électronique des documents, il y a tout un écosystème et aussi de nouvelles pratiques qui ont amené des nouvelles façons de faire sur ce qui se faisait déjà aussi avant. Mais juste par-dessus, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion de la connaissance. La gestion de la connaissance, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. C'est un métier qui n'existait pas. La connaissance, aujourd'hui, les entreprises se rendent de plus en plus compte que la connaissance, c'est tout un héritage. Une personne qui a une expérience, qui travaille dans la boîte depuis 20 ans, 30 ans, quand elle s'en va, il ne reste plus rien de ce que la personne connaissait, alors que cette connaissance appartient à l'entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, comme par exemple Fujitsu Canada, où je travaille depuis plusieurs années, la gestion de la connaissance est maintenant au cœur de la stratégie du développement. Ça devient un bien matériel. Donc chaque personne, chaque employé et chaque expert a comme le devoir de matérialiser sa connaissance, donc créer des contenus avec la connaissance qu'il a et les partager. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau métier qui n'existait pas. Avant, lorsqu'on disait, on disait souvent ici, lorsqu'un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, on arrive à capter cette connaissance-là et pouvoir le laisser en héritage à une société, à une entreprise, etc. Et ça, c'est un exemple concret de nouveau, d'un métier qui est complètement émergent, qui n'existait peut-être pas avant. Monsieur Kombo, vous êtes vous-même responsable en formation continue. Lorsqu'on voit les deux notions qui se sont développées au fil des temps, il y a d'une part l'économie qui se développe, qui se modernise, qui bénéficie donc de l'application des nouvelles technologies. Il y a l'économie numérique, il y a de l'autre les métiers qui sont... Faut-il comprendre les choses, les deux notions, comme deux notions qui se développent parallèlement à ce niveau-là? Les deux notions sont complémentaires, bien sûr. Complémentaires, oui. Maintenant, c'est pour cela que ces deux notions
peuvent pas aller l'un séparé de l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui là, il faut bien voir que, je sais, c'est-à-dire que les nouveaux métiers qui apparaissent doivent nécessiter un bon profil et un bon profil de formation. Pour cela que ça fait une conjonction en fait de l'informatique, des télécoms. En fait, ces nouveaux métiers-là utilisent beaucoup maintenant l'éthique, d'où émergent. Maintenant, on n'est plus, le monde devient globalisé. Donc en fait, quand on l'utilise, on peut faire ces transferts de fonds. Depuis, en fait, on est ici au Congo, on peut gérer son compte qui est à l'étranger, ainsi de suite, comme tout à l'heure. On est là, les métiers en fait vont apparaître. Le micro, oui. Les métiers on aura de nouveaux métiers qui vont apparaître au fur et à mesure que le monde va s'interconnecter. Donc en fait, ce n'est que notre imagination. En fait, ce sont les besoins qui se présentent aujourd'hui oui, ce n'est dans que ce monde qui change, voilà, qui bouge et qui entraîne la nécessité de modernisation des nouveaux métiers. En fait, l'éclosion, l'avènement des nouveaux métiers sur le marché. Il y aura beaucoup de nouveaux métiers. Ce n'est que notre imagination qui pourra les avoir. En fait, l'imagination. Notre imagination pourra en créer de nouveaux et de nouveaux. Parce que maintenant, tout ce qui fait maintenant, avec les applications existent. Donc, il y aura une grande innovation. C'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup à faire dans ces métiers-là. C'est pour ça qu'on les appelle émergents. Elles vont apparaître au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les gens seront interconnectés par le monde. Voilà. Et il y aura des nouveaux métiers qui vont apparaître. On ne sait pas encore les métiers qui vont apparaître. Il y en a dans 2 ans. Il y en a qui vont apparaître tout maintenant. Oui, allez-y. Mais déjà, en fait, toute la base existe déjà. Nous avons déjà tous ces apprentissages-là déjà existent déjà. Une fois que les gens s'approprient, une fois que les étudiants s'approprient ou bien les apprenants s'approprient tous ces fondements-là, il manque. En fait, ce n'est que leur imagination fera qu'ils pourront créer de nouveaux métiers et ainsi de suite. D'accord, rapidement, oui. Oui, en fait, c'est vrai qu'on est en train de tergiverser autour de la question, mais je pense qu'il est important d'être clair, concis et direct en précisant que ce que j'ai dit tout à l'heure au début par rapport au reportage que nous avons vu, il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer la modernisation, l'émergence d'une nation, d'un État sur la Terre si la maîtrise de l'outil technologique n'est pas au cœur du dispositif. Cela veut dire, à l'heure où on parle de mondialisation, de globalisation, où les économies pratiquement se réduisent en un rien du tout, il y a un besoin profond, très fort, qui se fait sentir chez l'homme de pouvoir s'interconnecter avec celui qui habite au Japon, en Asie, par des mécanismes puissants, faciles. Et pour développer ces mécanismes qui viennent d'un besoin naturel qui devient presque standard normal, chez l'homme, oui. On a donc besoin d'imaginer des outils qui nous permettent de le faire. Et pour imaginer ces outils, c'est là que vient donc la naissance des métiers émergents dans un secteur où le besoin qui naît devient de plus en plus important. On peut imaginer des besoins dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Prenons Crespel, le cas précis du Congo qui, dans sa stratégie, voudrait par exemple, un cas simple, avoir une maîtrise exacte des effectifs de la fonction publique, faire de sorte que qu'on n'ait plus par exemple à passer des années entières à se documenter, à avoir une paperasse dans l'optique d'accéder donc à la deuxième phase de sa vie active en tant que travailleur, donc la retraite, et l'automatisation dont on parle, la numérisation dont on parle des effectifs de la fonction. Toute cette maîtrise peut entraîner à l'émergence des nouveaux métiers en réalité. Alors, pour répondre exactement à la question, vous êtes en train là d'exprimer un besoin en termes fonctionnels. L'État congolais exprime un besoin. Vous êtes en train d'exprimer là un besoin en termes fonctionnels, c'est-à-dire comment faire pour maîtriser, passer de la première phase de sa vie à sa deuxième phase. Là, c'est un besoin fonctionnel. La question qui revient, la réponse serait de se dire, quels outils pourrions-nous développer pour nous permettre de gérer ou de répondre à ce besoin. À ce besoin d'automatisation. Et là, on arrive à se dire, tiens, il existe un certain nombre de technologies qui ont déjà été utilisées pour développer un certain nombre d'applications qui pourraient répondre à ce besoin. La vraie question ensuite qui reviendra derrière est de dire, est-ce qu'il existe au Congo des ressources formées, qualifiées, susceptibles de réaliser cela et de répondre à ce besoin? La réponse et peut-être non.
Et justement, c'est là que je crois qu'aujourd'hui, le problème de base, j'ai été, permettez-moi de le dire ici, j'ai beaucoup apprécié avoir suivi dans les médias que 2013 a été choisi comme année de la formation pour le Congo. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de faire une campagne de sensibilisation nationale sur les métiers émergents. Pourquoi ils sont émergents? Parce que les besoins sont réels. Les besoins sont là devant nous. Mais les réponses, nous ne les avons pas parce que nous n'avons pas les ressources pour répondre à ces besoins. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui serait important de clarifier et de préciser pour pouvoir... Alors, Dr Kins, puisque nous sommes là dans les métiers émergents, comment accède-t-on à un métier émergent? Question fondamentale. Par la formation. Le premier élément, c'est d'abord la formation. Le deuxième élément, c'est de bien comprendre que dans les métiers classiques, il fallait beaucoup d'argent. Mais ici, il faut simplement la formation et le coordinateur. Les choses se simplifient en quelque sorte. On démarre avec ça, oui. C'est-à-dire qu'à partir de ma maison, si je développe des applications, je peux gagner autant d'argent, sinon plus, que quelqu'un qui va chaque jour à son bureau et puis qui revient. Donc c'est ça. En fait, c'est aussi l'idée de... Simplement la formation. Smart. Je rejoins le docteur sur cette question de création. Aujourd'hui, la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, est quelque chose qui se fait de plus en plus facilement et de plus en plus moins encombrant, de façon moins encombrante. On peut aujourd'hui créer son entreprise avec juste un téléphone portable et un ordinateur. Nous suffit exactement une table pour se poser. C'est tout ce qui nous suffit aujourd'hui pour pouvoir créer son entreprise. Alors qu'avant, il fallait un investissement quand même assez important en termes d'infrastructure, en termes de structure, etc. Même aujourd'hui, les démarches administratives sont de plus en plus facilitées. Et les États aujourd'hui facilitent beaucoup ce genre de démarches pour encourager justement l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est par là que reviendra cette émergence dont on parle. Alors Max, puisque vous avez la parole et que vous êtes vous-même président de J-Certif, en quoi finalement consiste la formation que vous donnez? On vous voit chaque année à Brazzaville, au Congo, pour des conférences, des formations, des séries de formations que vous-même, vous venez, vous déplacez du Canada, vous venez ici pour une série de formations. En quoi consistent finalement ces formations? Alors, vous êtes à votre 3e édition. Nous sommes à notre 3e édition. Les formations sont parties d'un constat simple. Oui. Comme disait mon chargé de projet tout à l'heure, est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux défis qui ébranlent le monde actuellement, des défis qui se posent d'aujourd'hui, c'est même pas de demain, d'aujourd'hui et même d'hier parfois. La réponse a été non. Le constat pour nous, ça a été non à ce stade. Nous avons décidé qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons pris donc cette décision de pouvoir organiser des formations professionnelles axées sur le métier de développeur. Donc le profil dont on parle aujourd'hui, on sous-entend le développeur qui est capable de développer des applications. Donc, pour répondre directement à votre question, J-Certif sert exactement à ça, faire en sorte d'élargir le bassin de développeurs et des gens qui sont qualifiés et formés. Nos formations sont qualifiantes et axées sur le métier de développeur. Voici. Et quel est votre public cible à ce niveau-là? Le public cible aujourd'hui, essentiellement les étudiants, les professionnels de l'informatique qui sont déjà là, et aussi des personnes... Pas les novices. Oui, et aussi les novices, évidemment. Nous avons des formations qui sont définies, chaque type de formation a des objectifs pédagogiques bien précis. Pour les novices, qui vont découvrir et pouvoir avancer un petit peu. Pour les intermédiaires, pour les emmener à un niveau professionnel. Et ceux qui sont déjà experts, pour les emmener dans un niveau encore beaucoup plus élevé, à un niveau d'innovation. Voici le cœur de notre... Juste pour compléter ce que Max dit, le J-Certif, c'est pas juste une conférence qu'on vient organiser ici, c'est pas juste des ateliers de formation, c'est un projet qui est bien plus grand que ça, qui je dirais que nous dépasse tous ici. Donc J-Certif n'est pas comme tel une entreprise ou une école, c'est un projet. C'est un projet, c'est une vision, c'est une communauté de personnes qui vient, pour ne pas répéter ce que Max Bombel a dit tout à l'heure, d'une idée de pouvoir répondre aux défis
d'innovation technologique qui se posent en Afrique. J'ai souvent dit qu'il n'est pas possible aujourd'hui pour un État d'envoyer tous les étudiants congolais à l'étranger pour aller se former sur les nouvelles technologies dont nous avons besoin ici, parce qu'il n'y a pas le budget. Et on ne peut pas le faire et ce n'est pas concevable. On ne peut pas non plus imaginer que chaque année, qu'on fasse venir de la diaspora congolaise à l'étranger 5 000 à 10 000 personnes dans le domaine de nouvelles technologies qui viendraient développer ici des outils qui répondront aux problématiques qui s'imposent aux entreprises, à l'administration publique et privée. La question a été de savoir, est-ce qu'on fait statu quo ou on décide de changer les choses? Au niveau de J-Certif, nous avons fait un pari audacieux, celui de croire non seulement au potentiel inné de chacun de ceux qui sont ici au Congo, mais d'aller chercher les plus grosses structures mondiales avec des formateurs de qualité qui viennent donner gratuitement ces formations ici. Et ça ne s'arrête pas seulement à la formation qu'on organise au niveau de J-Certif. Il y a tout un travail d'accompagnement, de réalisation de projets tout au long de l'année. L'objectif reste le même, celui d'équiper, de former et de rendre disponibles sur le marché local des ressources compétentes pour répondre à ces défis-là. D'accord. Voilà, Dr Kins, vous avez votre micro. Voilà, allez-y. Je voulais donner les statistiques, là, puisque nous sommes en train de parler. Donc, là, nous avons au total, ça c'est au 3e jour. Nous avons le deuxième jour. Nous avons 863 participants qui se répartissent comme suit. Étudiants, 400. Pratiquement la moitié. Donc, on peut déjà dire que l'objectif a été atteint, parce qu'en fait, c'est eux aussi qu'on visait. Mais en même temps aussi, plus que ça se déroule sur le site de l'IHM, donc ça veut dire qu'en fait, quelque part, on voudrait aussi que les dirigeants des établissements privés d'enseignement supérieur, aussi que les dirigeants de l'Université Mariam Ngouabi comprennent qu'ils doivent désormais commencer à mettre en place des mécanismes pour former aussi aux métiers émergents. Alors, nous avons comme informaticiens 80, les statisticiens 21, les économistes 18, les militaires 15, les vendeuses 12, les programmeurs 80, les agents de la SNE 9, les maintenanciers 30, les ingénieurs 45, électroniciens 15, les comptables 22, télécom 20, administrateurs réseau 11, les transitaires 4, les enseignants 23. Alors ici, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que il y a le chef du département de géologie de l'Université Mariam Ngouabi qui est venu avec une équipe de 10 étudiants, parce qu'eux, ils avaient un problème précis. Donc eux, ils sont allés plutôt sur Google Maps, et ils en sont sortis très satisfaits. La géolocalisation. Voilà. Les concepteurs d'images 7, les médecins 2, les infographes 30, les entrepreneurs 5, les fonctionnaires 11, architectes de bâtiments TP 3. Alors, donc ça montre bien que tous les secteurs sont concernés. Ce que je voudrais rajouter, J-Certif, comme disait Chris Ben, c'est tout un projet. Ce n'est pas juste les conférences, ce n'est pas juste l'université, c'est tout un projet et c'est un rêve, une vision en soi. Aujourd'hui, nous avons J-Certif University, qui s'occupe essentiellement de la formation. Nous avons J-Certif Conférence, qui va commencer à partir de samedi et dimanche. Et nous avons J-Certif Laboratoire. Ça, c'est quelque chose de très important que nous avons mis en place, qui permet en fait de mettre en place, on a mis en place des outils de collaboration qui permettent à des experts et des étudiants de partout dans le monde, surtout partout en Afrique, de pouvoir collaborer et développer des vrais projets qui sont aujourd'hui en production et sur le marché. Aussi, essentiellement, le dernier nouveau-né, c'est J-Certif Éducation. C'est une structure que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner tous les acteurs du système éducatif au Congo et aussi partout dans les pays africains où J-Certif a été implanté. Essentiellement, ici nous avons des partenariats avec l'IHM par exemple et aussi d'autres écoles de la place pour pouvoir accompagner non seulement les étudiants mais aussi le personnel enseignant dans nos façons de faire, dans notre pratique de la formation, parce que c'est le métier même de J-Certif aussi. Et voilà globalement un ensemble d'outils que nous avons mis en place pour pouvoir répondre à un besoin qui nous dépasse tous et, ma foi, on ne sait pas si on pourra y arriver. D'accord. Rapidement, Monsieur Kombo. En tant que responsable de l'IHM CEPEC, nous avons bénéficié de l'apport des J-Certif en organisant des conférences, en fait, des formations en direct, en ligne,
Donc vous voyez bien, c'est encore le problème de la connexion Internet qui se pose encore. Qui se pose encore. Malgré nos efforts, en fait, la connexion pose encore problème. Pose encore de problèmes. Ouais. Mais en fait, il nous faudra une veille technologique. C'est pour cela que nous, à l'IHM, nous avons noué un partenariat avec GCertif pour leur méthodologie de formation. C'est des professionnels qui ont une méthodologie de formation. Et pour cela, nous, à l'IHM, nous avons adopté une collaboration avec eux pour une veille technologique. Donc, vous voyez bien, la panoplie est si grande. Maintenant, les entreprises congolaises doivent comprendre que la veille technologique, c'est celle-là qui entraînera l'innovation. Et l'émergence dont on parle. Bien sûr, évidemment. Comme innovation et émergence, je crois que ça va de pair. J'ai besoin de poser la question au docteur Kinzunza, mais vous êtes un groupe UHM ISTI CIRPEC. Et comment est-ce que vous-même, personnellement, vous contribuez à la formation aux métiers émergents? Y a-t-il une stratégie à ce niveau-là? Vous avez parlé de l'université Marien Ngouabi qui doit s'arrimer, qui doit suivre le train. Disons vous, personnellement. Au niveau du groupe, nous avons 3 pôles. Il y a le pôle management, ça c'est avec l'IHM, Institut de hautes études de management. Nous avons le pôle technologie, c'est avec l'ISTI, qui est dirigé par M. Olivier Mundala. C'est l'Institut supérieur des technologies industrielles. Et ensuite, nous avons le CIRPEC, le Centre international de recherche et de perfectionnement des cadres, où nous donnons des formations en cours du soir pour formation qualifiante, un public diplômante. Aussi bien pour le management que pour la technologie. Mais je voudrais passer la parole au directeur de l'ISTI pour qu'il puisse nous dire déjà par rapport à ce que nous venons rapidement de faire avec GCertif, voilà. Comment nous voyons demain. Vous allez vous projeter quoi dans cette modernité? Donc, Monsieur Mundala. Oui. Pour ce qui est de la stratégie du groupe IHM, et surtout, stratégie de formation. Stratégie de formation, bien sûr. En ce qui concerne le pôle technologique, nous avons à ce jour des formations qui sont données au niveau licence et master dans les domaines des métiers de l'électricité. Rapidement, oui. Et pour ce qui est des métiers dont on parle ici, donc de l'informatique et des télécommunications, nous pensons qu'avec la vision qu'a GCertif, on pourra changer les choses en ce sens que nous avons aujourd'hui des gens formés sur place qui enseignent dans les domaines des TIC, mais les pratiques que nous avons au Congo en fonction des problèmes qui sont les nôtres ne nous donnent pas toujours une visibilité aussi grande que nos collègues qui viennent de la diaspora. Donc, ce qui fait que avec le GCertif Lab, nous resterons en contact permanent avec les collègues de GCertif pour pouvoir réactualiser nos pratiques, que ce soit en termes de formation et même en termes d'innovation pour des nouveaux métiers qui n'existent pas encore dans notre panoplie de formation. Oui. Donc ça c'est... Et rapidement, puisqu'il nous reste quelques 2 ou 3 minutes. Il faut que nous comprenions qu'il y a une véritable révolution mentale aussi qui doit se faire. C'est pour ça que je parlais de changement de logiciel mental, aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des étudiants. Parce que l'étudiant qui a son bac pense être simplement avocat, pharmacien, médecin. Bon, les parents aussi, c'est vers ça aussi qu'ils sont orientés. Donc, il faut mener une grande campagne pour que les parents comprennent qu'il y a ce nouveau métier et qui peut faire que leur enfant gagne même plus que le pharmacien ou le médecin. Et dites-moi, docteur, pendant 5 jours, je crois que vos partenaires de GCertif ont fait des formations dans votre site. Et dites-nous un peu comment s'est déroulée la formation à ce niveau-là. Bon, disons que nous avons affecté des salles. Il y avait des salles de 40 places, des salles de 20 places. Et puis il y avait le grand amphi aussi où il y avait ce que vous avez appelé les novices. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'on a pu loger le 800 et 823. Mais beaucoup étaient debout dehors, en train de suivre aussi avec
ordinateur. Parce qu'en fait, il n'a pas pu trouver de place à l'intérieur. Voilà. Je crois que pour l'année prochaine, ils sont en train de projeter 2000. Parce que cette année, ils avaient projeté 1000, mais l'an prochain, sera 2000. Donc en fait, si nous voulons abriter encore cette conférence, il faudra qu'on développe notre deuxième étage. Alors, parlons concrètement maintenant. Nous avons des besoins qui se développent. La question est d'autant plus urgente. Aujourd'hui, nous avons notre alma mater, l'université Marien Ngouabi. Faut-il comprendre que demain, qu'il y ait possibilité de conclure des partenariats avec cette université pour la mener un peu à sortir vers de cette vision de formation un peu à l'ancienne de notre université? La moderniser, je pense que aller vers plus de modernisation. Les choses évoluent dans le monde. Je pense que nous avons commencé un peu, puisque nous avons rencontré le vendredi passé le ministre Abena, qui, malgré, disons, ses occupations, a quand même accepté, enfin, pratiquement, c'était sur place, hein, c'est-à-dire qu'on l'a appelé, voilà. Il a accepté dans les 15 minutes de nous recevoir, et je pense que c'est très important que nous ayons de plus en plus aussi des ministres qui ont l'optique d'entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire qu'il a senti qu'effectivement... Le besoin était là. Oui, et surtout qu'il rencontre. Et donc, quand il nous a rencontrés, il nous a donné aussi des orientations qu'il fallait rencontrer. Il a même allé plus loin. Il a dit, s'il ne bouge pas, vous m'appelez et je vais moi-même le faire bouger. Donc il y a volonté politique, oui, Crespel. J'aime être clair, concis, parce que je dis qu'aujourd'hui, au cœur de la révolution planétaire qui est en train de se faire sur la Terre, je parle de révolution planétaire parce que le monde est en pleine révolution. Au cœur de cette révolution se trouve un certain nombre de personnes et de profils qu'on appelle des développeurs, des architectes, des web designers, des concepteurs, des administrateurs de bases de données. Autant de domaines où on a besoin d'être formé. Et il se trouve qu'au Congo, nous avons des universités, des écoles publiques et privées qui contiennent un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes qui n'attendent qu'à être sensibilisés sur ces sujets et donc à être formés. Non seulement à être sensibilisés dans un premier temps, puisque au niveau de J-Certif Éducation, nous nous sommes donnés pour obligation non seulement de sensibiliser, mais de former et d'intégrer dans des projets communautaires ce que nous faisons déjà. Je crois qu'il est dans l'intérêt général de chaque école, que ce soit celle de l'université Marien Ngouabi, de comprendre aujourd'hui que la priorité et la pertinence du sujet ou encore la gravité du temps actuel dans le besoin d'apprendre de nouvelles technologies devrait inciter chaque école, chaque structure à pouvoir se tourner vers ces sujets. D'ailleurs, il suffit simplement de regarder ce qui se fait en Occident pour se rendre compte que dans des grandes universités américaines ou françaises c'est de là que naissent parfois la plupart des grandes technologies qu'on est souvent emmené à utiliser pour le développement des applications logicielles. Donc je crois qu'il serait stratégique, du point de vue stratégique, intéressant pour chaque école, pour chaque structure, de pouvoir comprendre le degré de cette réalité. Et nous, d'ailleurs, c'est notre objectif. On est prêt à accompagner ces structures-là dans la formation, dans la mise en place des cursus de formation. C'est notre métier, c'est ce que nous faisons. Nous sommes des professionnels et nous sommes prêts à pouvoir le faire. Message reçu. Vous constituez également une école. Ah oui, non. Enfin, c'est pour ça que nous avons accepté, disons, d'habiter cette troisième conférence. Et nous espérons que les autres dirigeants des instituts, des universités vont comprendre qu'il faudrait que nous puissions accompagner, que nous puissions bâtir des partenariats solides avec J-Certif, parce qu'eux, ils ont accès aux experts. Parce que si c'est nous qui devons le faire venir, ça va coûter trop cher. Bon, je donne un exemple. Hein. La formation sur Java, enfin, comme ils l'ont dit eux-mêmes à plusieurs reprises, ça fait 5 jours, mais ça coûte 2 millions. Bon, mais nous ici, 5 jours. Par personne. Voilà. En 5 jours. Voilà, 5 jours, 2 millions. Parce qu'après, vous allez faire beaucoup d'argent, là. Oui, docteur, au-delà des fonds, au-delà des bénéfices, mais il y a que la nécessité aujourd'hui, docteur, est-ce qu'il faut s'imaginer à ce que l'ensemble des structures de formation les plus pointues, Université Marien Ngouabi, IHM, SUGASE, et puis d'autres écoles, faut-il comprendre qu'à terme qu'il y ait une concertation qui viendra peut-être d'une partie ou une autre pour essayer un peu de réfléchir, commencer à réfléchir, à s'interroger, à se poser les questions. Nous sommes dans une dynamique d'émergence économique. Nous parlons des Congo
pays émergents à l'horizon 2025. Doit-on laisser nos centres de formation clés, pointus, en marge de cette dynamique? Bon, je pense que les choses, enfin, pour moi, les choses se posent de manière plus simple encore. C'est inutile de continuer à bousculer le gouvernement sur ceci ou cela. Je pense que ceux qui ont compris, ils n'ont qu'à commencer. Et le gouvernement... L'initiative peut venir de vous, c'est très en marche. Mais nous avons commencé. On n'a pas attendu qu'il y ait un décret ou qu'il y ait... Nous avons commencé, c'est tout. Et nous voulons que les jeunes qui ont participé à cette grande messe... à cette formation, à cette formation, qu'ils puissent comprendre que il faut qu'ils commencent d'abord par compter sur eux-mêmes. La société civile qu'ils croient en eux-mêmes doit jouer son rôle. C'est-à-dire que J-Certif, bon, c'était gratuit pour les participants, mais il fallait quand même faire venir les gens. Enfin, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Voilà. Bon, et nous aussi, à l'IHM, nous avons aussi investi. Ça a un coût. Bon, parce que, bon, mais tout ce monde qui est arrivé et tout, il fallait mettre à disposition des formateurs un certain nombre d'outils pédagogiques, les vidéoprojecteurs et tout cela. Bon, nous avons investi, mais c'est parce que nous pensons que enfin, qu'il faudrait que quelque part que des gens commencent, et puis après que ceux qui ont les moyens, parce que c'est l'État qui a finalement fait le gros moyen, qui puissent prendre après le relais. Mais nous sommes heureux ici de constater que le ministre Abena, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, a donné, a donné son plein accord, parce que j'ai même dit en fait, tout à l'heure que s'il y a des gens qui ne veulent pas suivre et tout, téléphonez-moi, c'est moi-même qui vais les faire bouger. D'accord. Donc c'est ça que nous avons retenu aussi. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier débat, il faut l'appeler ainsi, d'autres viendront, ça peut être avec d'autres techniciens, d'autres compétences, mais aujourd'hui, pour terminer, je vous donne à chacun 30 secondes. Et vous, en tant que président, bon, allez-y, Crispel, et nous allons terminer avec le docteur. 30 secondes, rapidement. Oui, les leçons à tirer. Voilà. Enfin, c'est plutôt des encouragements que pour ce qui me concerne, c'est des encouragements en fait à encourager les structures locales à faire que cette conférence ait régulièrement lieu chaque année, parce que nous, on la donne gratuitement. Elle représente un coût pour nous qui la donnons. Vous avez eu quelques pépins en termes de communication, en termes de couverture médiatique avec les organes de presse? Disons qu'il n'est pas facile pour nous de faire comprendre aux organismes de presse la pertinence de ce projet, étant donné que ce projet nous coûte un certain coût, mais nous, on tient à ce qu'elle reste gratuite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons besoin des partenaires, que ce soit des partenaires de presse, des partenaires éducatifs, des partenaires d'entreprise, il faut que cette révolution rentre dans tous les secteurs, parce que c'est tout le monde qui est concerné. C'est tous les secteurs de la vie d'un État qui sont concernés, tous. Donc je crois qu'il faut que cela intègre l'esprit des dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'école, des dirigeants qui ont des responsabilités politiques, pour que ça devienne une révolution Max effective. Bondel, leçons à tirer, président du J-Certif. Moi, pour ma part, mon dernier mot, ça serait un appel. Je fais un appel aux entreprises de la place, qui sont les premières concernées par cette lame de fond qui est là, déjà présente. Et je les appelle à contribuer, à venir nous voir, à participer à ce mouvement qui se fait actuellement. Et demain, venez nombreux à la conférence pour pouvoir voir ce que nous faisons et contribuer à ce mouvement. Dr Kings, les leçons à tirer, 30 secondes. Je crois que si j'avais un message à faire passer, c'est simplement que nous puissions bâtir des partenariats solides et durables avec J-Certif. Enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous, les dirigeants des établissements de l'enseignement supérieur. D'accord. Merci, docteur. Merci à vous également. Je rappelle que j'avais autour de moi Nikez Nkumbo, responsable formation continue à l'IHM Isti-Sirpec, Dr Kings, que vous connaissez très bien, qui devient presque un partenaire, un consultant de l'émission L'économie en marche. Nous avons Olivier Mundala, directeur de l'ISTI, et nous avons Max Bondel, président de J-Certif, et merci Roland Crispel, président J-Certif France. Merci d'avoir été là pour une fois de plus apporter votre contribution à ce grand débat qui s'instaure déjà à un moment où le Congo s'achemine de plus en plus vers l'émergence. Nous avons eu à nous interroger sur l'opportunité donc de métiers émergents avec pour corollaire
l'économie numérique. Bonsoir, à jeudi prochain. Merci et à bientôt. Qui doivent désormais commencer à mettre en place des mécanismes pour former aussi aux métiers émergents. Alors, nous avons comme informaticiens 80, les statisticiens 21, les économistes 18, les militaires 15, les vendeuses 12, les programmeurs 80, les agents de la SNE 9, les maintenanciers 30, les ingénieurs 45, électroniciens 15, les comptables 22, télécom 20, administrateurs réseau 11, les transitaires 4, les enseignants 23. Alors ici, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que il y a le chef du département de géologie de l'université Marine Ngouabi qui est venu avec une équipe de 10 étudiants, parce qu'eux, ils avaient un problème précis. Donc eux, ils sont allés plutôt sur Google Maps, et ils en sont sortis très, très satisfaits. La géolocalisation. Voilà. Les concepteurs d'images 7, les médecins 2, les infographes 30, les entrepreneurs 5, les fonctionnaires 11, architectes de bâtiments TP 3. Alors donc ça montre bien que tous les secteurs sont concernés.
Ouais. Ce que je voudrais rajouter, J-Certif, comme disait Chris Ben, c'est tout un projet. Ce n'est pas juste les conférences, ce n'est pas juste l'université, c'est tout un projet et c'est un rêve, une vision en soi. Yes. Aujourd'hui, nous avons J-Certif University, qui s'occupe essentiellement de la formation. Nous avons J-Certif Conférence, qui va commencer à partir de samedi et dimanche. Et nous avons J-Certif Laboratoire. Ça, c'est quelque chose de très important que nous avons mis en place, qui permet en fait de mettre en place, on a mis en place des outils de collaboration qui permettent à des experts et des étudiants de partout dans le monde, surtout partout en Afrique, de pouvoir collaborer et développer des vrais projets qui sont aujourd'hui en production et sur le marché. Aussi, essentiellement, le dernier nouveau-né, c'est J-Certif Éducation. C'est une structure que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner tous les acteurs du système éducatif au Congo et aussi partout dans les pays africains où J-Certif a été implanté. Ouais. Essentiellement, ici nous avons des partenariats avec l'IHM par exemple et aussi d'autres écoles de la place pour pouvoir accompagner non seulement les étudiants mais aussi le personnel enseignant dans nos façons de faire, dans notre pratique de la formation parce que c'est le métier même de J-Certif aussi. Et voilà globalement un ensemble d'outils que nous avons mis en place pour pouvoir répondre à un besoin qui nous dépasse tous et ma foi, on ne sait pas si on pourra y arriver. D'accord. Rapidement, Monsieur Kombo. En tant que responsable de l'IHM, nous avons bénéficié de l'apport des J-Certif en organisant des conférences, en fait, des formations en direct, en ligne. Mais vous voyez bien, c'est encore le problème de la connexion Internet qui se pose encore. Malgré nos efforts, en fait, la connexion pose encore problème. Ouais. Mais en fait, il nous faudra une veille technologique. C'est pour cela que nous, à l'IHM, nous avons noué un partenariat avec J-Certif pour leur méthodologie de formation. C'est des professionnels qui ont une méthodologie de formation. Et pour cela, nous, à l'IHM, nous avons adopté une collaboration avec eux pour une veille technologique. Donc, vous voyez bien, la panoplie est grande. Maintenant, les entreprises congolaises doivent comprendre que la veille technologique, c'est celle-là qui entraînera l'innovation. Et l'émergence dont on parle. Bien sûr, évidemment. Comme innovation et émergence, je crois que ça va de pair. J'ai besoin de poser la question au docteur Kinzunza, mais vous êtes un groupe UHM ISTI SIRPEC. Et comment est-ce que vous-même, personnellement, vous contribuez à la formation aux métiers émergents? Y a-t-il une stratégie à ce niveau-là? Vous avez parlé de l'université Marien Ngouabi qui doit s'arrimer, qui doit suivre le train. Disons vous, personnellement. Au niveau du groupe, nous avons 3 pôles. Il y a le pôle management, ça c'est avec l'IHM, Institut de hautes études de management. Nous avons le pôle technologie, c'est avec l'ISTI, qui est dirigé par M. Olivier Mundala. C'est l'Institut supérieur des technologies industrielles. Et ensuite, nous avons le CIRPEC, le Centre international de recherche et de perfectionnement des cadres, où nous donnons des formations en cours du soir. Oui. Pour formation qualifiante, un public diplômante, aussi bien pour le management que pour la technologie. Ouais. Mais je voulais passer la parole au directeur de l'ISTI pour qu'il puisse nous dire déjà par rapport à ce que nous venons rapidement de faire avec J-Certif, voilà. Comment nous voyons demain. Vous allez vous projeter quoi dans cette modernité? Donc, Monsieur Mundala. Oui. Pour ce qui est de la stratégie du groupe IHM. Stratégie de formation. Stratégie de formation, bien sûr. En ce qui concerne le pôle technologique, nous avons à ce jour des formations qui sont données au niveau licence et master dans les domaines des métiers de l'électricité. Rapidement, oui. Et pour ce qui est des métiers dont on parle ici, donc de l'informatique et des télécommunications, nous pensons qu'avec la vision qu'a J-Certif, on pourra changer les choses en ce sens que nous avons aujourd'hui des gens formés sur place qui enseignent dans les domaines des TIC, mais les pratiques que nous avons au Congo en fonction des problèmes qui sont les nôtres ne nous donnent pas toujours une visibilité aussi grande que nos collègues qui viennent de la diaspora. Ouais. Donc, ce qui fait que avec le J-Certif Lab,
Nous resterons en contact permanent avec les collègues de J-Certif pour pouvoir réactualiser nos pratiques, que ce soit en termes de formation et même en termes d'innovation pour des nouveaux métiers hein, qui n'existent pas encore dans notre panoplie de formation. Oui. Donc ça c'est... Rapidement, puisqu'il nous reste quelques 2 ou 3 minutes. Il faut que nous comprenions qu'il y a une véritable révolution mentale aussi qui doit se faire. C'est pour ça que je parlais de changement de logiciel mental, aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des étudiants. Parce que l'étudiant qui a son bac pense être simplement avocat, pharmacien, médecin. Bon, les parents aussi, c'est vers ça aussi qu'ils sont orientés. Donc, il faut mener une grande campagne pour que les parents comprennent qu'il y a ce nouveau métier et qui peut faire que leur enfant gagne même plus que le pharmacien ou le médecin. Et dites-moi, docteur, pendant 5 jours, je crois que vos partenaires de J-Certif ont fait des formations dans votre site. Dites-nous un peu comment s'est déroulée la formation à ce niveau-là. Bon, disons que nous avons affecté des salles. Il y avait des salles de 40 places, des salles de 20 places. Et puis il y avait le grand amphi aussi où il y avait ce que vous avez appelé les novices. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'on a pu loger le 800 et 823. Mais beaucoup étaient debout dehors, hein, en train de suivre aussi avec leur ordinateur. Parce qu'en fait, il n'a pas pu trouver de place à l'intérieur. Voilà. Je crois que pour l'année prochaine, ils sont en train de projeter 2000. Parce que cette année, ils avaient projeté 1000, mais l'an prochain, sera 2000. Donc en fait, si nous voulons abriter encore cette conférence, il faudra qu'on développe notre 2e étage. Alors, parlons concrètement maintenant. Nous avons des besoins qui se développent. La question est d'autant plus urgente. Aujourd'hui, nous avons notre alma mater, l'université Mariengouabi. Faut-il comprendre que demain, qu'il y ait possibilité de conclure des partenariats avec cette université pour la mener un peu à sortir vers de cette vision de formation un peu à l'ancienne de notre université, la moderniser, je pense que aller vers plus de modernisation. Les choses évoluent dans le monde. Je pense que nous avons commencé un peu, puisque nous avons rencontré le vendredi passé le ministre Abena, qui, malgré, disons, ses occupations, a quand même accepté, pratiquement, c'était sur place, hein, c'est-à-dire qu'on l'a appelé, il a accepté dans les 15 minutes de nous recevoir. Et je pense que c'est très important que nous ayons de plus en plus aussi des ministres qui ont l'optique d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a senti qu'effectivement... Le besoin était là. Oui, et surtout qu'il rencontre. Et donc, quand il nous a rencontrés, il nous a donné aussi des orientations qu'il fallait rencontrer. Il a même allé plus loin. Il a dit, s'il ne bouge pas, vous m'appelez et je vais moi-même le faire bouger. Donc il y a volonté politique. Oui, Crespel, à ce niveau-là. J'aime être clair, concis, parce que je dis qu'aujourd'hui, au cœur de la révolution planétaire qui est en train de se faire sur la Terre, je parle de révolution planétaire parce que le monde est en pleine révolution. Au cœur de cette révolution se trouve un certain nombre de personnes et de profils qu'on appelle des développeurs, des architectes, des web designers, des concepteurs, des administrateurs de bases de données. Autant de domaines où on a besoin d'être formé. Et il se trouve qu'au Congo, nous avons des universités, des écoles publiques et privées qui contiennent un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes qui n'attendent qu'à être sensibilisés sur ces sujets et donc à être formés. Mais non seulement à être sensibilisés dans un premier temps, puisque au niveau de J-Certif Éducation, nous nous sommes donnés pour obligation non seulement de sensibiliser, mais de former et d'intégrer dans des projets communautaires ce que nous faisons déjà. Je crois qu'il est dans l'intérêt général de chaque école, que ce soit celle de l'université Mariengouabi, de comprendre aujourd'hui que la priorité et la pertinence du sujet ou encore la gravité du temps actuel dans le besoin d'apprendre de nouvelles technologies devrait inciter chaque école, chaque structure à pouvoir se tourner vers ces sujets. D'ailleurs, il suffit simplement de regarder ce qui se fait en Occident pour se rendre compte que dans des grandes universités américaines ou françaises c'est de là que naissent parfois la plupart des grandes technologies qu'on est souvent emmené à utiliser pour le développement des applications logicielles. Donc je crois qu'il serait stratégique, du point de vue stratégique, intéressant pour chaque école, pour chaque structure, de pouvoir
comprendre le degré de cette réalité. Et nous, d'ailleurs, c'est notre objectif. On est prêt à accompagner ces structures-là dans la formation, dans la mise en place des cursus de formation. C'est notre métier, c'est ce que nous faisons. Nous sommes des professionnels et nous sommes prêts à pouvoir le faire. Message reçu. Vous constituez également une école. Ah oui, non. Enfin, c'est pour ça que nous avons accepté, disons, d'habiter cette troisième conférence. Et nous espérons que les autres dirigeants des instituts, des universités vont comprendre qu'il faudrait que nous puissions accompagner, que nous puissions bâtir des partenariats solides avec J-Certif, parce qu'eux, ils ont accès aux experts. Parce que si c'est nous qui devons le faire venir, ça va coûter trop cher. Bon, je donne exemple. Hein. La formation sur Java, enfin, comme ils l'ont dit eux-mêmes à plusieurs reprises, ça fait 5 jours, mais ça coûte 2 millions. Bon, mais nous ici, 5 jours. Par personne. Voilà. En 5 jours. Voilà, 5 jours, 2 millions. Parce qu'après, vous allez faire beaucoup d'argent, là. Ouais. Oui, docteur, au-delà des fonds, au-delà des bénéfices, mais il y a que la nécessité aujourd'hui, docteur, est-ce qu'il faut s'imaginer à ce que l'ensemble des structures de formation les plus pointues, Université Marien Ngouabi, IHM, SUGASE, et puis d'autres écoles, faut-il comprendre qu'à terme qu'il y ait une concertation qui viendra peut-être d'une partie ou une autre pour essayer un peu de réfléchir, commencer à réfléchir, à s'interroger, à se poser les questions. Nous sommes dans une dynamique d'émergence économique. Nous parlons des Congo, pays émergents à l'horizon 2025. Doit-on laisser nos centres de formation clés, pointus, en marge de cette dynamique? Bon, je pense que les choses, pour moi, les choses se posent de manière plus simple encore. C'est inutile de continuer à bousculer le gouvernement sur ceci ou cela. Je pense que ceux qui ont compris, ils n'ont qu'à commencer. Et le gouvernement... L'initiative peut venir de vous aussi, c'est très en marche. Mais nous avons commencé. On n'a pas attendu qu'il y ait un décret ou qu'il y ait... Nous avons commencé, c'est tout. Et nous voulons que les jeunes qui ont participé à cette grande messe... à cette formation, à cette formation, qu'ils puissent comprendre que il faut qu'ils commencent d'abord par compter sur eux-mêmes. La société civile, qu'ils croient en eux-mêmes, doit jouer son rôle. C'est-à-dire que J-Certif, bon, c'était gratuit pour les participants, mais il fallait quand même faire venir les gens. Enfin, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Voilà. Bon, et nous aussi, à l'IHM, nous avons aussi investi. Ça a un coût. Bon, parce que, bon, mais tout ce monde qui est arrivé et tout, il fallait mettre à disposition des formateurs un certain nombre d'outils pédagogiques, les vidéoprojecteurs et tout cela. Bon, nous avons investi, mais c'est parce que nous pensons que qu'il faudrait que quelque part que des gens commencent, et puis après que ceux qui ont les moyens, parce que c'est l'État qui a finalement fait le gros moyen, qui puissent prendre après le relais. Mais nous sommes heureux ici de constater que le ministre Abena, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, a donné, a donné son plein accord. Que j'ai même dit en fait tout à l'heure que s'il y a des gens qui ne veulent pas suivre et tout, téléphonez-moi, c'est moi-même qui vais les faire bouger. D'accord. Donc c'est ça que nous avons retenu aussi. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier débat, il faut l'appeler ainsi. D'autres viendront. Ça peut être avec d'autres techniciens, d'autres compétences. Mais aujourd'hui, pour terminer, je vous donne à chacun 30 secondes. Et vous, en tant que président, bon, allez-y, Crispel, et nous allons terminer avec le docteur. 30 secondes, rapidement. Oui, les leçons à tirer. Voilà. Enfin, c'est plutôt des encouragements que pour ce qui me concerne, c'est des encouragements en fait à encourager les structures locales à faire que cette conférence ait régulièrement lieu chaque année, parce que nous, on la donne gratuitement. Elle représente un coût pour nous qui la donnons. Vous avez eu quelques pépins en termes de communication, en termes de couverture médiatique avec les organes de presse? Disons qu'il n'est pas facile pour nous de faire comprendre aux organismes de presse la pertinence de ce projet, étant donné que ce projet nous coûte un certain coût, mais nous, on tient à ce qu'elle reste gratuite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons besoin des partenaires, que ce soit des partenaires de presse, des partenaires éducatifs, des partenaires d'entreprise, il faut que cette révolution rentre dans tous les secteurs, parce que c'est tout le monde qui est concerné. C'est tous les secteurs de la vie d'un État qui sont concernés, tous. Donc je crois qu'il faut que cela intègre l'esprit des dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'école, des dirigeants qui ont des responsabilités politiques.